Merci de nous accepter chez vous, merci de nous accepter dans vos voitures et partout où vous êtes en train de suivre Makolo Digital Radio-Télévision sur Internet. Nous vous remercions de nous joindre dans une émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité congolaise et de sa diaspora », animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Aujourd'hui, nous allons vous servir un sujet un peu plus intéressant, un sujet captivant, un sujet qui fait couler beaucoup de salive et qui fait chauffer des ordinateurs. Ce sujet est donc démocratie, séparation de pouvoir et développement de la RDC 6 ans après l'alternance pacifique. La lutte pour le changement du système politique en République démocratique du Congo a été couronnée de succès après les élections de 2018 avec la matérialisation de l'efficacité de l'alternance au pouvoir avec deux présidents, un entrant et l'autre sortant, je citais, Félix Antoine Tshisekedi entrant et Joseph Kabila Kabange sortant. Ce succès est avant tout dédié à la diaspora congolaise qui s'était mis debout comme un seul homme pour barrer la route à M. Joseph Kabila qui faisait la transition entre 2001 à la mort de son papa jusqu'en 2006 où il voulait briguer un mandat maintenant d'une manière officielle. Les Congolais se sont mis vent debout pour barrer la route à celui-ci et c'était le début de cette lutte de l'alternance en République démocratique du Congo. Et à l'avant-plan, nous avions le grand monsieur d'heureuse mémoire qui se battait lui sur terrain à Kinshasa, que le Congolais appelait affectueusement Sphinx de Limete. Je citais monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le feu président national du parti, ou la première fille de l'opposition congolaise. Alors je disais bien que cette lutte a été couronnée de succès, c'est-à-dire nous avons eu l'alternance bien attendue. Alors la question de savoir, après cette alternance, est-ce que les Congolais ont eu ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire le décollage et le développement de ce pays. Cela étant, après l'obtention de cette alternance politique à la tête de la RDC, est-ce que la RDC et son peuple ont-ils joui le fruit de cette alternance? Est-ce qu'ils ont vu la démocratie revenir? Est-ce qu'ils ont vu un changement de comportement? Est-ce qu'ils ont vu le développement s'opérer dans leur pays? Voilà l'objet de notre préoccupation de ce jour. C'est ça le but même de cette émission d'aujourd'hui, que j'ai fait intervenir d'une manière cavalière et aléatoire certains de mes intervenants sans être avisés, mais ils ont tous accepté volontiers de répondre à mes questions. Il s'agit, dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, de M. Richard Tshiswaka Bukasa. Ensuite, j'ai appelé l'ingénieur Senfo Kabeya Kachama dans la ville de Paris, depuis la France. Et pour terminer, avec l'ingénieur Sylvain Sendakalala à Toronto, au Canada. Malgré que je les ai appelés sans les aviser, ils ont tous accepté volontiers de répondre à nos questions et ils ont montré leur militantisme et surtout leur patriotisme à la République démocratique du Congo. Alors ils avaient tous en commun que s'il y a quelque chose qui bloque le décollage et le bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo, malgré l'alternance que nous avons eue au prix de sang et de sueur, que la Constitution est à blâmer, la Constitution congolaise est à la base de cette lourdeur de démarrage du changement et du développement en République démocratique du Congo. De ce fait, je vous invite, chers tous, à me joindre dans cette émission que j'ai opérée spécialement sur la radio, c'est-à-dire je les appelais au téléphone et alors tous n'étaient pas avisés. Suivez donc les raisonnements et tirez aussi les conséquences de votre part. C'était au micro de Don Kayembe depuis New York City sur Makolo Digital que mes intervenants ont parlé.
Suivons. Alors? Bonjour, donc. Bonjour Richard Chiswaka, tu es en direct sur Makolo Digital Radio-Télévision. Nous voulons vous demander de faire une intervention rapide sur le fonctionnement du pays où nous avons le pouvoir exécutif qui est représenté par le président de la République et le gouvernement. Nous avons le pouvoir législatif qui est représenté par le Sénat et le Parlement, et enfin le pouvoir judiciaire. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a un problème de fonctionnement avec ces trois pouvoirs, qu'il faudrait revoir la Constitution. Quel est votre point de vue, Richard? Bien sûr que oui. Moi, je suis d'accord pour la révision de la Constitution sur certains points certains points qui portent préjudice au bon fonctionnement de notre pays. Bien sûr que les pouvoirs sont là, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, tout ça. Bon, en fait, avec le président qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, bien sûr, mais moi j'aimerais qu'on plonge dans le service, disons le régime présidentiel, pour que le président soit le seul qui conduit les choses, mais pas dans la dictature, bien sûr, le seul qui conduit en fait la situation de notre pays qui n'est pas encore mûre sur le plan démocratique. J'aimerais qu'on avance dans ce sens-là, le régime présidentiel, pour que après que les choses se soient bien assises, on puisse maintenant aller vers la démocratie petit à petit, jusqu'à ce que on soit aussi mûr dans cette matière. Alors, est-ce que vous voyez le danger de faire la concentration du pouvoir dans les mains d'un individu? Est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir un danger ou pas? Il peut y avoir un danger dans le cas où l'homme qui est toujours imparfait peut basculer, changer dans ce qui n'est pas bon, dans l'orgueil ou dans quelque chose comme ça. Mais tant que nous aurons un homme de bonne volonté, avec un leadership capable de mener les choses au bon bout, donc les choses vont bien marcher. Et puis, vous voyez, nous avons des exemples. Le Congolais, jusque-là, à mon avis, ne sait pas encore qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Il ne connaît pas quel est son problème. Il n'a même pas de solution. Alors, il est en l'air, tout ça. Mais alors, dans ce cas, il faudrait quelqu'un qui puisse imposer les choses. Pour faire comprendre aux Congolais juste ce que doivent être les choses. Donc, c'est un peu ça, à mon avis. Mais Richard, tu sembles oublier que la lutte pour l'avènement de la démocratie a commencé vers les années 90 avec la conférence nationale souveraine. Donc, vous voulez me dire 40 ans après, il faut revenir encore à la case de l'homme seul? Bien sûr, 40 ans après, nos dirigeants ou encore tous ceux qui sont passés n'ont pas réussi à faire comprendre aux Congolais le bienfait de la démocratie. Donc, alors, les Congolais jusque-là, 40 ans après, n'ont pas compris le problème de son pays. À qui la faute? La faute, à mon avis, c'est d'abord à nos dirigeants qui ne savent pas vulgariser les choses, qui ne savent pas, éduquer la population. Eux-mêmes, ils sont plongés dans les laisser-aller, les antivaleurs. Bon, et après, comment est-ce qu'ils peuvent donner la bonne leçon à la population? Quand la population apprend toujours qu'il y a des détournements, qu'il y a ceci, qu'il y a de l'immoralité au sein parmi les gouvernants, alors ça ne donne pas de bons résultats.
Effectivement, Alors, mais vous voyez vous avez un cas très récent du Kenya. Donc, quand les dirigeants voulaient imposer une marche à suivre en ce qui concerne l'économie du pays, le peuple a dit niet. Est-ce que au Congo, quand il y a des gens qui vous prennent de l'argent par millions de dollars, ce qui n'existe même pas ici aux États-Unis, des millions de dollars qui s'évaporent comme ça, et vous continuez à laisser ces gens-là vaguer et avec des cortèges sur la rue et vous les acclamez, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux? Bien sûr, ici chez nous, il y a encore un problème de justice. Hein. La justice. Non, la justice populaire, c'est de quoi je parle. Que la population voit que non. Écoutez, ça ne voit pas. La population descend dans la rue, elle s'attaque à l'individu pour dire écoutez, nous avons constaté qu'il y a d'autres qui étaient arrêtés, ils sont libres aujourd'hui. Il y en a qui sont cités dans la malversation de finances, qui voyagent. Et nous avons constaté aussi que chaque fois que quelqu'un a des ennuis avec la justice, il devient malade, il doit aller suivre le soin à l'extérieur. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la population qui est amorphe? Pas du tout, mais dès lors que la population constate que la justice rend son verdict de la manière qu'il faut, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est la justice qui cherche des preuves et qui est corrompue et qui ne donne pas une justice équitable. Vous voyez un peu. Il y a encore trop à faire dans la justice. La population, jusque-là, bien sûr, la faute est partagée. La population est amorphe dans un sens, mais il faudrait aussi voir les choses comme elles vont. Vous venez d'évoquer le cas de la Kenya ici. Bon, mais la comparaison n'est pas raison. Bon, en fait, ici, chez nous, nous avons par exemple le cas de musée Kabila qui a réussi à imposer la ligne conduite. C'était la dictature. C'était la dictature sur toutes ses formes, avec la chicotte aussi. Oui, tant que la dictature, réussira à faire changer les choses, ça va mieux chez nous. Ok, alors, grand merci. Nous avons eu la plainte, disons, quand Joseph était là, il avait dit qu'il n'a pas réussi à faire changer l'homme congolais. Et quand Félix est là, il se plaint, il dit que, bon, en fait, le changement, c'est d'abord l'homme congolais. Alors, l'homme congolais est au centre du développement de notre pays. Alors, il faudrait le changer par la dictature ou encore de la manière qui s'impose. Ok, là, c'est... Tant qu'on ira... Allez-y. Tant qu'on ira avec des libertés, de ceci, de cela, mais notre population n'est pas encore mûre pour saisir la dose de la chose. Ok, alors pour terminer, je rappelle que je suis en direct de Lubumbashi avec Monsieur Richard Tshiswaka. Richard, nous sommes au deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous sentez quand même que les lignes bougent dans la direction du développement de ce pays-là? Oui, j'ai confiance. Est-ce que vous avez vu des éléments qui font bouger les lignes? La confiance est une chose, et voir ce qui s'est fait déjà après. Ça, c'est la 6e année. Est-ce qu'il y a des lignes qui bougent déjà? Je vois par exemple Mutamba qui est à l'œuvre pour faire changer les choses là-bas, Constant Mutamba. Je vois aussi Madame Soumino qui est à l'œuvre pour réussir ce mandat, ce quinquennat ici. Je vois aussi le président qui se bat par-ci par-là pour en fait marquer son point sur ce quinquennat. Ok, alors, grand merci, monsieur Richard Tshiswaka, depuis la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Merci pour votre point de vue. Nous sommes dans une émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité congolaise de cette diaspora ». Et nous parlions de la démocratie, la séparation du pouvoir et le développement du Congo. Merci beaucoup, Richard, et à la prochaine. Merci, monsieur Don. C'est moi qui vous remercie. Bye bye. Alors?
Allô? Oui, Bonsoir. Bonsoir, ingénieur Kabeya Sinfo. Vous êtes en direct sur Makolo Digital Radio. Je voudrais juste vous poser quelques questions puisque notre émission d'aujourd'hui est intitulée La démocratisation, la séparation du pouvoir et le développement de la RDC. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'au Congo, actuellement, depuis le premier quinquennat du président Tshisekedi au second, les histoires ne semblent pas marcher à cause de l'application ou de la direction de la Constitution. Est-ce que vous êtes de même avis que la Constitution pose problème dans la gestion de la République? Bonsoir, cher Don Kayembe. Bonsoir, les auditeurs. Là, vous me prenez des cours. Je vais essayer de donner un avis parce que il s'agit d'une question nationale. Globalement, quand on relit notre constitution comme nous qui étions en Afrique du Sud, nous avions appelé ça une constitution des belligérants. Il y a beaucoup d'articles qui nécessitent d'être révisités de façon à ce que le pays soit à mesure de fonctionner correctement. La preuve, il y a eu des élections au mois de décembre, le 20 décembre pour les présidentielles, couplées avec les législatives. Vous voyez à quelle date le gouvernement a été mis en place, presque 6 mois après. Donc, il va falloir nécessairement pour que le pays ne soit pas bloqué et surtout avec tout ce que le pays traverse comme crise sécuritaire et crise économique, il faut qu'on se penche sur certains articles de la Constitution parce que je comprends parfois pourquoi ça soulève un peu de questionnements dans le public et surtout auprès des opposants. C'est on lit ça en revisitant la Constitution, on pense directement à la révision du mandat du président. Donc, il faut que les Congolais et les juristes puissent aider à ce qu'on puisse revoir certains articles de la Constitution. Quand vous réalisez bien la Constitution, aucune constitution des pays voisins ne donne la possibilité de laisser une portion du territoire dans le cadre, comme il est précisé, dans le cadre de l'africanité. Monsieur Kabeya, beaucoup de constitutions ont cette prévision qu'on appelle une prévision humanitaire, mais l'applicabilité dépend du pays même. Maintenant, je voudrais d'abord que vous puissiez préciser, puisque je suis content que je parle à quelqu'un qui était en Afrique du Sud quand il y a eu élaboration de cette constitution. Est-ce que pour l'instant, si je parle à ingénieur Kabeya Sinfo, est-ce que vous êtes pour la révision ou bien pour une nouvelle constitution? Qu'on mette cette dernière que vous appelez constitution des belligérants à la poubelle? C'est une question hautement politique. Il faut voir le contexte. Normalement, s'il n'y avait pas de couacs lors du premier quinquennat du président Tshisekedi, nous, dans nos réflexions, on pensait à doter la République d'une nouvelle constitution. On pouvait même reprendre la constitution de la CNS. Mais ce que je dis dans la teneur de cette constitution, et c'est la même chose avec la constitution de Louabourg, la constitution donc, les deux là, personne n'a jamais connu la teneur de ces deux constitutions. Mais c'est le rôle des politiques de faire la vulgarisation. Je crois que en tant que politique, nous devons faire ce travail-là de vulgariser et la Constitution de 1964 de Louabourg et la Constitution de la CNS de 92. Normalement, à l'entrée de Laurent Désiré Kabila,
c'est ce qui lui a été proposé. Tout a été fait au niveau de la conférence nationale, mais comme Laurent Désiré Kabila voulait refaire la République à sa manière, cette constitution a été mise de côté. Vous avez eu 5 ans, vous qui étiez les champions de la conférence des nations souveraines, vous qui étiez au pays à tout moment, où vous avez vu les dérives de Mobutu, voilà que vous avez le pouvoir pendant 5 ans. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de faire tout arrêter et de faire, au lieu de réécrire une nouvelle constitution, de faire appliquer seulement ce qui existe déjà? Et c'est ça que je dis. D'abord, j'ai fait une petite incise. Le pouvoir, il est là, mais je crois que si jamais, s'il n'y avait pas ce qui s'était passé dans la coalition KH-FCC, je crois que s'il y avait réellement le pouvoir sorti d'une coalition de ce qu'était l'opposition hier, je crois que ce travail allait être fait. Mais il y a eu une coalition politique. Ingénieur Kabea, c'est le cas actuellement là. Oui. Maintenant, c'est l'Union sacrée qui a une majorité écrasante au Parlement, mais c'est 6 mois après que vous avez eu un gouvernement, et pourtant la fois passée, avec l'ombroglio qu'on a connu, on a eu le gouvernement 7 à 9 mois après. Mais maintenant, sans problème, sans confusion, mais vous avez pris 6 mois pour que le gouvernement sorte, monsieur Kabea. Oui, mais 6 mois, pourquoi? C'est pour ça que c'est la Constitution? Oui, c'est la Constitution. Ah bon? Parce que il fallait que il fallait que les députés élus soient installés, qu'il y ait un bureau de députés pour qu'il y ait la coalition. Alors pourquoi prendre tout ce temps-là, M. Kabea, pour mettre les bureaux de Parlement pour que les parlementaires puissent fonctionner? Est-ce qu'il faut 3-4 mois? Puisque les résultats étaient là. Bon, le problème, c'est, à mon point de vue, si je peux suivre sur votre terrain, je dirais que le problème, ce n'est pas la Constitution, c'était la faute à l'amateurisme et à l'incompétence de la CENI. On peut, la CENI n'a fait qu'appliquer la loi électorale. Hein. Je ne vois pas quelle est la part de responsabilité de la CENI dans la mise en place du gouvernement. Quand il y a eu le problème d'un chaos électoral, ça tire des longueurs, il faut amener des histoires au niveau de parquet, il faut qu'on valide les ceci, cela. Et donc, ça dit, si c'était des élections claires, simples et limpides, on ne devrait pas prendre tout ce temps-là. Non, mais la loi électorale, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire la CENI programme les résultats provisoires et transmet à la Cour constitutionnelle. Et puis, s'il y a des contestations, les gens contestent. Maintenant, le délai de traitement au niveau de la Cour constitutionnelle, ce sont les magistrats qui maîtrisent leur calendrier. Je ne vois pas la part de la CENI. La CENI a fait son travail. Je ne le défends pas. Je ne suis pas l'avocat de la CENI. Même si il y a eu quelques ratés, mais c'est vrai, il y a eu quelques ratés, mais la CENI a fait son travail, il a publié les résultats provisoires. Une fois que les résultats provisoires étaient connus, il y a eu de contestations, les gens ont saisi la Cour. Beaucoup de contestations, ça signifie qu'il y a des confusions. Non, mais c'est vrai, il y a eu de sérieux problèmes. Je crois qu'il faut y travailler et réfléchir dans l'avenir. Là, il va falloir que, au niveau de l'administration, que la RDC installe une véritable administration pour éviter de passer par ces commissions électorales. Les élections doivent revenir au ministère de l'Intérieur. Il faut que ça soit organisé au niveau du ministère de l'Intérieur. Bon, ça c'était notre débat. Mais il y a eu des ratés, effectivement. La CENI qui a été contestée déjà dès le départ. Tout ça, les choses ne se sont pas passées dans la sérénité. Ça, il faut le reconnaître et il faut voir maintenant comment est-ce qu'il faut corriger
des erreurs à l'avenir, parce que même moi, notre parti a eu des choses à contester parce que on nous avait pas autorisé de mettre nos témoins dans les bureaux de vote. Nous avons de quoi contester le travail de la CENI. Mais les erreurs sont reconnues par tout le monde. Il faut maintenant améliorer. Pour l'avenir, pour que les élections ne soient pas tout le temps chaotiques. On a fait les élections de 2006 contestées, les élections de 2011 contestées, 2018 contestées. Bon, on espérait quand même qu'en 2023, ça pouvait se passer autrement. Il y a un problème de la volonté politique qui manque. Ça, il faut le reconnaître. Non, la volonté politique est là, Monsieur Kabea. Le problème qu'il y a là-bas, ce sont des calculs politiciens. Alors, je veux aborder le dernier point, puisque je vous ai pris à pied levé. Donc, je vous rappelle que je suis avec plutôt ingénieur Kabea Nkashama, symphorien, depuis Paris, en France. Alors, parlons un peu de la séparation de pouvoir, ingénieur Kabea. Est-ce que vous ne sentez pas que quand il y a concentration du pouvoir au niveau de la présidence, le président nomme les ministres, il nomme le premier ministre ou la première ministre, il nomme les chefs constitués du pouvoir judiciaire. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui fait que les gens qui sont nommés par la personne lui doivent beaucoup, et comme nous avons suivi le chef d'état-major des armées de la République démocratique du Congo, il dit que je suis reconnaissant à 2 personnes seulement dans le monde, à savoir Dieu et le président de la République. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là, ingénieur Kabea? Il y a des problèmes, mais vous savez que les humains. Le problème, je vais être clair parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. C'est ça. Très souvent, le problème n'est pas au niveau de celui qui nomme. Mm-hmm. Le problème, c'est au niveau de ceux qui sont nommés, qui croient qu'ils doivent à tout moment faire le dialélo, flatter pour maintenir leur poste. C'est ça. Au niveau de l'appareil judiciaire, je ne suis pas d'accord avec vous parce que au niveau de l'appareil judiciaire, il y a le conseil judiciaire. C'est au niveau du conseil judiciaire qui propose les nominations. Constitutionnellement, le président ne fait que à valider les décisions du Conseil supérieur justement, de la magistrature. Ingénieur Kabea, il y a le Conseil qui propose, la présidence propose et le Parlement propose. C'est ce qui constitue leur équipe. Non, là vous parlez de la Cour constitutionnelle. Voilà. Moi, je fais la part des choses. Okay. Là, tout ce que vous dites là, c'est constitutionnel aussi. D'accord. Je parle, moi, de la nomination des magistratures. Okay. Des magistrats, pardon. Okay. La nomination des magistrats, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Non, là, c'est trop bas pour moi. Moi, je veux parler des cours. Des cours, donc, au niveau de... Bon, la Cour constitutionnelle prévoit, c'est la Constitution qui le prévoit, qu'il y a, je crois que c'est 2 membres qui sont proposés par le Parlement, 2 membres qui viennent du président et les autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, tout ne revient pas au président. C'est la Constitution qui le prévoit. Mais tous opèrent sous la signature du président. Tout à fait, mais c'est lui le magistrat suprême. Oui. Tout à fait. Oui. C'est la Constitution. C'est la Constitution qui lui donne tout ce pouvoir-là. Sinon, on va être, se dire démocrate et ne pas respecter la Constitution. Non, moi, ma préoccupation, c'est celle-ci. Je ne suis pas juriste. Oui, allez-y, finissez. Je disais que je ne suis pas juriste, je n'aimerais pas faire un débat juridique, mais je vous donne un peu ma compréhension des choses en tant que Congolais, en tant que intellectuel qui se renseigne, qui
qui essaie de voir clair dans le fonctionnement de son pays. D'accord, c'est pourquoi je vous ai appelé. C'est un débat citoyen, puisque moi, je commence à en avoir assez avec les gens qu'on appelle spécialistes. Ils amènent plus de confusion que de clarté. C'est pourquoi j'aime parler aux Congolais qui vivent la réalité. Alors, ce que moi, je voulais savoir, c'est quand, par exemple, vous avez été nommé par quelqu'un et cette personne voit que votre tête ne l'arrange pas, il peut vous gommer. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un système en place, comme j'ai proposé dans mon monologue, que vous n'avez pas suivi bien entendu, où j'ai dit, le président propose et le Parlement, qui est l'émanation, qui est la représentation populaire, sanctionne et donne des résultats, donne le quitus si la personne sera dans le bureau ou pas. Et au cas où il y a un problème, si le président n'est pas d'accord avec la personne, il ne peut pas sanctionner la personne, il va se référer encore une fois au pouvoir du peuple pour la sanction. Parce que la personne doit être entendue. On ne doit pas sanctionner quelqu'un sans l'avoir entendu. Et tout cela doit se faire au niveau du Parlement. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui est défendable, justifiable. Mais maintenant, si on doit aborder dans ce sens-là, il faut revoir la Constitution. Non, la Constitution, ici c'est question de procédure, ce n'est plus question de loi. Le président, il nomme quelqu'un, mais cette personne, pour entrer en fonction, il doit aller prêter serment au niveau du Parlement. Le président veut sanctionner la personne, il renvoie la personne au niveau, par exemple, nous parlons des cours, il doit envoyer la personne au niveau du conseil de la magistrature qui doivent écouter la personne. Et si c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, on l'envoie au niveau du Parlement, il doit être entendu. Et sur base des résultats qui seront obtenus par le groupe parlementaire chargé de soit juridique et consort, ils vont décider s'il faut démettre la personne ou pas. Donc, AMB, moi, je souhaiterais que toutes ces réflexions-là, qu'on les mène tout en faisant une étude comparative. C'est une bonne réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une très bonne réflexion. Alors, il faut faire une étude comparative. Qu'est dit la constitution de la RDC actuelle par rapport à toute cette procédure-là? Oui. Or, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est constitutionnel. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un problème de procédure, mais c'est une procédure qui est écrite dans la Constitution de 2006. OK. Maintenant, s'il faut réviser, c'est pour ça que le débat sur la révision de la Constitution est utile si les politiques ne voient pas tellement le problème de modification de mandat. Tout à l'heure, vous parliez que on a la majorité. Je me demande même si réellement il y a une véritable majorité avec la même philosophie, avec la même vision actuellement, parce que la majorité au niveau de l'Union sacrée, chacun est là avec ses calculs. Bon, ce n'est pas moi je parle d'une majorité pure telle qu'on la voit. On la voit ici en France ou aux États-Unis. Vous avez une majorité de démocrates, une majorité de républicains, qu'on peut arriver à faire des propositions et des modifications claires. Au jour d'aujourd'hui, le débat sur la Constitution doit être dépassionné. Il faut que les Congolais se mettent autour d'une table, réfléchissent et analysent les différents articles de la Constitution, voir ce qui est amendable. Si on ne veut pas revenir sur la Constitution de la CNES ou celle de Luabo de 1964, mais cette Constitution actuelle de 2006, que je reconnais que nous avons commis une erreur, nous qui étions en Afrique du Sud, parce que si à l'époque l'UDPS qui avait réussi à obtenir ce dialogue, obtenir l'accord global, alors que les deux camps belligérants avaient quitté la table de négociation, les autres pour aller former leur coalition à Matadi, donc la partie gouvernementale avec le MLC,
et les autres, le RCD qui voulait pratiquement déclarer l'État de l'Est. Et c'est grâce à l'UDPS, pour éviter qu'il y ait la partition du pays, c'est grâce à l'UDPS que on avait convaincu les responsables régionaux donc de la SADC pour faire revenir tout le monde à la table des négociations de façon à obtenir l'accord global. Quand j'entends les gens, je ne vais pas faire revenir sur l'histoire, quand j'entends les gens sur la trahison, tout ça, quand j'entends les gens dire de la trahison parce que c'est nous les experts de l'UDPS à l'époque, bon je ne fais plus partie de l'UDPS, c'est nous les experts de l'UDPS à l'époque en Afrique du Sud qui avions convaincu le feu Étienne Tshisekedi de négocier avec le RCD pour créer l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue afin d'éviter la partition du pays. Parce que si le RCD, le Rwanda était derrière et certains Occidentaux voulaient cette division-là de façon, parce que le RCD occupait déjà jusqu'à en province orientale, donc c'était pour déclarer carrément l'État de l'Est. Alors, nous avions convaincu, on a fait une réunion avec le président Tshisekedi à l'hôtel Cascade. J'étais le rapporteur de la commission stratégique. C'est moi qui ai lu le rapport. On l'a convaincu pour qu'on fasse alliance avec le RCD de façon à stopper net cette ambition de vouloir créer l'État de l'Est. J'entends souvent dans les plateaux de télévision, les gens disent que Tshisekedi avait trahi. Je suis en train de restituer la vérité. Ce n'est pas pour faire la flatterie et défendre le fait Tshisekedi, mais je restitue la vérité. Tshisekedi n'était pas d'accord d'aller avec le RCD, mais c'est nous, nombreux que nous étions plus de 65 experts, c'est nous qui avions fait toute la pression pour le convaincre de façon à ce que le pays ne soit pas en partition, parce que c'était la stratégie de certains pays occidentaux et du Rwanda de pousser le RCD à programmer l'État de l'Est. Donc on l'a fait et on a convaincu Tshisekedi de faire le tour des pays de la SADC pour le convaincre de façon à ce qu'il fasse la pression sur les belligérants pour qu'ils reviennent à la table des négociations. C'est comme ça qu'on a obtenu l'accord global de Pretoria après la fin chaotique du dialogue à Sun City. Donc ça, ce sont des faits que les Congolais doivent comprendre, connaître la réalité. L'AICD n'a pas été créée pour trahir le pays, mais c'était plutôt pour sauver le pays. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Tout à fait. Bon, maintenant, l'erreur que avant de gagner Paris, j'avais eu un aparté avec le feu Étienne Tshisekedi à Sundown, là où il est logé. J'avais eu un aparté avec lui pour lui faire comprendre que si on dit tout simplement qu'on boycotte la transition, les choses vont être décidées à notre place. Il faut que l'UDPS prenne part à cette transition, même si on avait cédé à l'opposition, la commission sociale, qu'on prenne ça pour peser de l'intérieur. Et puis même pour la Constitution, on ne va pas seulement dire aux Congolais de ne pas voter la Constitution, mais il faut qu'on fasse la campagne réelle pour expliquer pourquoi ils ne font pas voter cette Constitution de belligérants. Mais malheureusement, chacun autour avait ses avis. Étienne Tshisekedi a eu à écouter les uns et les autres. Il a pris la position. On n'a pas. Et puis il faut savoir aussi que l'opposition non armée, bien que la majorité qui était à Sun City, c'est la liste que nous avions établie ici à Paris lors du passage d'Étienne Tshisekedi avec les entretiens que nous avons eus à l'Élysée. C'est lui qui a établi la liste des partis politiques d'opposition qui devaient participer au nom de l'opposition non armée. Mais ce sont les gens qui, en Afrique du Sud, ils ont été travaillés, qui se sont tournés et retournés contre nous. Bon, les autres nous reprochaient
parce que j'ai eu un aparté avec certains dans leur chambre d'hôtel, qui me disaient que votre chef ne nous regarde même pas, il ne nous parle pas, nous sommes en politique, il faut qu'il vienne négocier avec nous, qu'il accepte quand même de négocier avec nous pour nous dire qu'est-ce que, si on le soutient, qu'est-ce que nous allons gagner, c'est de la politique. Bon, ce côté-là, peut-être qu'on n'était pas aussi non plus souple, mais ce sont des choses, c'est l'histoire, il va falloir connaître ça pour corriger les tirs à venir après. D'accord, alors vous avez épinglé le problème des boycotts du référendum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, puisque il y en a qui disent que le sphinx de l'Imité, j'ai cité Étienne Tshisekedi Omulumba de Heureuse Mémoire, lui n'avait pas donné un mot d'ordre de boycotter les référendums de cette constitution. C'était venu d'un de vous, sur une radio-télévision. Oui. Ça, je lui en avais reproché. C'est Moubarak qui est vanté, Moubarak qui est allé déclarer dans une chaîne de télévision. Moi, j'ai appris. J'ai appelé le président Tshisekedi. J'avais la possibilité à tout moment d'échanger avec lui au téléphone quand nous étions encore dans les bonnes grâces. Je pouvais l'appeler à tout moment. Donc, je l'avais appelé pour d'abord demander si c'est lui qui avait donné l'ordre à Moubarak d'aller faire cette déclaration à la télévision. Il m'a dit non. Moi, il dit, alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez laisser cette information partir comme ça, ou bien vous allez faire rectifier les tirs? Il me répondra, vous êtes des cadres, c'est à vous de faire les mêmes reproches à Moubarak. Ce n'était pas venu de lui, et il n'a pas fait une grande chose pour faire démentir ce que Moubarak avait déclaré. Ok, alors grand merci ingénieur Kaber Nkashama. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes en France, plus particulièrement à Paris. Nous sommes très heureux des éléments que vous venez d'ajouter dans notre émission d'aujourd'hui. Avant de vous laisser partir, ça fait six ans que Tshisekedi est à la manette de la République. Est-ce que peut-on parler d'un démarrage du développement de la République après l'alternance pour laquelle vous vous êtes battu jour et nuit? Bon, vous savez, début du développement, il faut qu'il y ait de la volonté. Je reviens toujours sur la volonté politique, sur la gestion sérieuse des ressources du pays. Or, malheureusement, ce n'est pas un secret pour personne. Quand chaque jour on se réveille avec une litanie de cas de détournement et autres, détournement et vol. Tout cet argent, détournement et vol, tout cet argent pouvait faire décoller l'économie du pays. Malheureusement, le président Félix, c'est son choix. Il a fait son choix de ses collaborateurs, le choix des gens qui gouvernent avec lui, en délaissant de côté. Ça, je préfère profiter de votre micro pour élever la voix, en délaissant de côté tous ceux qui avaient sacrifié leur vie, leur avenir et leurs ambitions pendant la lutte aux côtés de son père. Bon, c'est son choix. Il a préféré travailler avec ses amis. Je tiens à préciser que je suis le secrétaire national aux relations extérieures du Congrès des démocrates pour le progrès social, une émanation du premier congrès de l'UDPS de 2009 qui a été contesté. Donc, nous sommes si nous accompagnons, nous avons accepté d'être membres de l'Union sacrée de la nation parce qu'on estime que on ne peut pas jeter l'eau et le bébé, le bassin de l'eau avec le bébé dedans. Donc, il reste notre fils, même s'il ne nous reconnaît pas. Nous avons le devoir de l'accompagner et de le conseiller à travers d'autres personnes de façon à ce qu'il puisse rectifier le tir. Il a très sincèrement, ça ne m'engage que moi, il a fait un très mauvais casting dans son entourage.
Ok, alors, ingénieur Kabea Kachama, merci pour ces points de vue que vous avez évoqués. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bonne fête de l'indépendance de demain. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup donc de m'avoir pris de cours. Bon, je n'étais pas préparé. Là, vous m'avez pris de cours. Bon, j'espère avoir répondu à vos attentes de vos auditeurs. 64 ans après, tout ce que moi je peux faire, c'est rappeler tous les Congolais à la prise de conscience, parce qu'il s'agit de notre pays. Les autres, nos voisins, ils ont une stratégie à long terme. Ça, en termes de conclusion, nos voisins qui nous attaquent, qui envient notre sous-sol, ils ont une stratégie à long terme. Or, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on constate que les Congolais, nous sommes plus dans la distraction. Nous risquons de se réveiller demain avec une portion de terre qui ne nous appartiendra plus. Rappelez-vous de Yougoslavie. Aujourd'hui, Yougoslavie n'existe plus. Donc, il appartient à chaque Congolaise et à chaque Congolais de se réveiller de ce profond sommeil, parce que pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est, à Kinshasa, on festoie, à Kinshasa, on débouche des bouteilles de champagne, que ce soit au niveau des autorités et autres. Donc, on n'est pas très conscient et on est plus dans la distraction que dans une réflexion à long terme. Donc, j'invite tous les Congolais. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de ceux qui sont au pouvoir, mais il va falloir que tous les Congolais se mobilisent pour prendre conscience que ce pays nous appartient. Félix passera. Mobutu était là, il a fait 32 ans, il est parti. Kabila père a fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Kabila fils, il a fait 18 ans. Félix partira, mais le Congo restera. C'est le dénominateur commun. C'est notre bien commun. Nous devons sauvegarder ce pays pour le transmettre à nos progénitures. Sinon, nos enfants et nos petits-enfants vont nous maudire demain. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait participer à votre émission. Oui, en tout cas, merci. Je voulais vraiment vous surprendre et vous avez fait un bon travail puisque vous êtes un chevronné politique. Merci pour les informations données et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Ok, bye bye. Allô, donc, oui. Bonjour. Bonjour, grand, bonjour. Je vous appelle, malheureusement, comme je vous ai fait la fois dernière, vous êtes en direct sur la radio. Je voudrais qu'on partage quelques minutes sur l'actualité. Oui, s'il vous plaît. Vous me surprenez, vous ne savez pas dans quel environnement je me trouve. Oh, malheureusement. Oh là là. Oh là là, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler ou pas? Ah, si, je peux parler très rapidement sans quoi, là, sinon... Nous sommes en train de parler sur la séparation de pouvoir, le développement et surtout la démocratie dans notre pays. Parlons un peu de séparation de pouvoir où nous avons le pouvoir exécutif constitué du président de la République, du gouvernement. Nous parlons de pouvoir législatif constitué de 2 chambres du Parlement, Sénat et Parlement, et puis le pouvoir judiciaire. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème qui bloque le bon fonctionnement de ce pouvoir-là du point de vue constitutionnel? La Constitution pose problème seulement. Oui. Moi, je crois que la Constitution pose problème puisqu'il y a un problème de mentalité qu'on ne peut pas ignorer. Hein. On ne peut pas faire une Constitution sans tenir compte du peuple, quoi. Ça doit être une émanation du peuple. Quand vous constatez très bien les choses de manière dont ça se passe chez nous dans le pays, les gens ont tendance, pour des tâches qui reviendraient, disons, au Premier ministre, dont la Constitution a défini que ça, ce sont les tâches du Premier ministre qui est redevable devant le Parlement. Mais quand il y a des failles à ce niveau, tout de suite la population s'attaque au président de la République.
et dit, regarde, il n'a rien fait, pourquoi il traîne pour prendre telle décision? Bon, je prends un exemple bête. Vous savez que nos gouverneurs, à l'heure qu'il est, ils sont ici, par exemple, des élections. Mais il peut y arriver qu'un gouverneur ne fonctionne pas convenablement. Et quand les gouverneurs ne fonctionnent pas convenablement, la population s'adresse tout de suite non au niveau du Parlement provincial, mais il s'adresse au gouvernement pour dire que non, écoute, monsieur le président, voilà, les choses, de la manière dont ça se passe, vous deviez réagir. Donc, c'est ça qui fait que ça fait penser à plusieurs d'entre nous, comme moi, que cette constitution, comme nous l'appelons de belligérants, qui était conçue, vous savez, avec une influence de main étrangère, à limiter, à donner un pouvoir de pacotille, mais aussi longtemps qu'elle-même pouvait contrôler l'armée comme ça se devait, bon, ça pouvait marcher jusqu'à une certaine mesure. Mais présentement, là, ça marche pas. Je crois que le moment est arrivé de pouvoir révisiter, disons, cette constitution et la changer complètement pour faire une constitution qui sera adaptée, disons, à la situation de notre pays. Donc, il y a conflit, à mon avis. Parce que vous êtes pour le changement de fond en comble de la Constitution ou bien une révision constitutionnelle, c'est-à-dire refaire des amendements seulement sur certains articles? Bon, j'ai suivi un débat des constitutionnalistes dont Maître Moudiaï, à un moment donné, avec notre maître là, qui a changé, mais je crois que après avoir suivi ces explications, j'opterai moi pour le changement total. Pour le changement total. Évidemment, dans le changement total, quand on va refaire, c'est une constitution, une nouvelle mouture, une nouvelle philosophie pensée, et qu'en ce moment-là, s'il y a certaines choses dont on trouve que c'était encore passable, ça peut revenir. Mais le principe est que quand on doit seulement modifier, et là on est bloqué. On est bloqué puisque je crois il y a des limitations, il y a des articles verrouillés qui permettent pas. Mais s'il faut par contre refaire la Constitution, là on a la même, disons, nous avons le main libre pour pouvoir le faire et le faire cette fois-là d'une certaine manière en tenant compte de l'expérience de 64 ans de notre indépendance pour avoir relevé des choses qui ont fonctionné depuis le début et ceux qui n'ont pas fonctionné jusque-là et pouvoir donner une nouvelle orientation. Alors, la dernière question, Mokobwa, donc c'est le Félix Tshisekedi, président de la République, premier quinquennat parti, nous sommes dans le deuxième quinquennat. Est-ce que vous sentez un décollage du développement du pays à ce stade déjà? Bon, c'est une question assez difficile, hein, dans le sens que, comme en tenant lieu de ce qui est arrivé avant, vous voyez déjà, la Constitution ne le permettait pas d'avoir, de mettre sur pied son gouvernement selon sa vision très rapidement, et pourtant, lui a été élu sur base de ce qu'il veut réviser. Alors ça, on trouve que déjà, il a pratiquement perdu 6 mois comme ça, sans n'avoir rien fait et attendre rien que parce que la Constitution lui a imposé. Bon, maintenant, est-ce que nous pouvons espérer voir les choses changer? Oui, parce qu'il a exprimé par ses intentions. Mais seulement, nous devons commencer à les juger par les actes. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des actes qui sont posés d'une manière claire et nette. 6 ans après? Oui. Bon, 6 mois, puisque vous me parlez de ce nouveau quinquennat, quoi. Non, je parle des deux quinquennats, donc je dis première et deuxième. Donc, parce que nous sommes au début de... Bon, premier, on a vu tout ce qu'il y a eu comme problème. Deuxième, c'est là où il a promis de faire le changement. Okay. Mais ce changement, il devait le faire avec un environnement qui lui serait favorable pour le faire. Mais cet environnement-là, il l'a pas, il est en train de mettre ça sous pied. Il est en train de mettre ça sous pied. C'est pourquoi je ne pourrais pas dire que à l'allure où les choses vont, on va certainement décoller. Mais néanmoins, l'intention est là. L'intention exprimée est là. Nous voudrions juger le président aux actes. Nous voudrions le voir maintenant
il a déjà fait son analyse de la situation, de ce qu'il a vécu, ce qu'il a, ce qui vient maintenant. Mais tu vois aussi longtemps que quand on cherche à aller, tu vois comment est-ce qu'on nous ramène toujours sur le terrain de l'Est. On nous ramène sur le terrain de l'Est. Ce terrain-là nous amène à une grande distraction. Ce n'est pas par hasard qu'il y a que les gens sont en train d'appuyer ces leviers de l'Est. C'est pour faire que le président ne puisse pas rester branché sur ce qu'il veut faire. C'est à partir de maintenant où il y a le gouvernement qui vient de sortir, donnons-nous un peu 3 mois à peu près, par rapport aux actes qu'il va poser. C'est en ce moment-là que je pourrais, moi, en ce moment, répondre d'une manière valable à cette question. Ok, alors, grand merci, merci Sylvain Sindakalala. Je rappelle que vous êtes au Canada et nous sommes très heureux pour rappeler aux gens que vous êtes le président de l'UDPS, président honoraire de l'UDPS, représentant honoraire, et que vous êtes encore de l'UDPS soutenant les actions du président de la République. Merci beaucoup et surtout bonne fête de l'indépendance pour demain, monsieur Sindakalala. Ah, merci beaucoup. Non seulement que c'est notre fête demain, le 30, et ça sera combiné. Je suis au Canada. Le premier, c'est la fête du Canada aussi. Oh. Ça sera 2 jours de fête. Merci beaucoup. Ok, merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. Un jour avant la fête de l'indépendance, 64 ans d'indépendance de la RDC. Et comme vous l'avez suivi, on continue à se poser 1001 questions malgré les 64 ans d'indépendance et 40 ans de la démocratisation de ce pays-là. Donc personne n'est sûr de la direction que nous prenons, personne n'est sûr où nous sommes, d'où nous venons, mais ce qui est certain est que nous avons quand même un président de la République issu de la longue lutte. On a arraché le pouvoir de main des dictateurs et aujourd'hui, le pays est en train maintenant de se situer pour trouver une certaine orientation. Et si vous avez bien suivi chacun de nos intervenants, c'est-à-dire Richard Chiswaka depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, ingénieur Kachama Kabeya, symphorien, depuis Paris en France, et M. Sylvain Sindakalala, qui est ingénieur aussi depuis le Canada. Et vous avez compris que leurs interventions se situent au niveau de la Constitution qui pose problème. C'est cette Constitution qui fait que le pays ne décolle pas en termes d'abord de cohabitation entre les pouvoirs et dans la gestion. Donc, c'est-à-dire se référer à l'extérieur pose problème. C'est cet extérieur qui nous a imposé cette constitution et cette constitution continue à être pointée du doigt comme cet arbre qui cache la forêt de la misère. Donc nous allons continuer notre mission dans les prochains jours et surtout chaque week-end on se retrouvera pour faire des analyses ainsi. Vous êtes sur Makolo Digital Radio-Télévision, anciennement appelée La Voix de la démocratie congolaise, qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Nous vous rappelons que nous sommes une des premières radios sur Internet avant que Kinshasa puisse avoir l'Internet et avoir la prolifération de télévision. Merci donc, nous vous retrouvons très bientôt et c'est Don Kayembe qui vous souhaite la bonne fête de l'indépendance, 64 ans d'indépendance de la RDC. Bye et à la prochaine. Ciao.